compétences. Ce n'est pas une question qu'ils sont mauvais, qu'ils ne voient pas ce qu'il faut. C'est que pour qu'il y ait des superviseurs qui ont une légitimité, une compétence supérieure, il faut qu'il y ait un intérêt politique, un intérêt général, un bien commun reconnu qui leur donne cette légitimité. Et vous le décrivez très bien dans les attitudes des États qui, par devant, font semblant d'être d'accord pour une régulation, mais qui sont en compétition économique, géopolitique, et qui, de fait, n'ont pas du tout l'intention de se démunir de ce rapport de force. Donc je ne crois pas à ces situations-là. Du coup, je voudrais vous interroger plutôt sur des choses qui pourraient, si je puis dire, dégraisser le système dans son côté nocif. Par exemple, êtes-vous favorable à ce qu'on interdise le trading haute fréquence? Êtes-vous favorable à ce qu'on interdise un certain nombre de hedge funds ou qu'on en limite le champ? Est-ce que la taxe Tobin, qui était faite aussi pour connaître les mouvements de capitaux, n'est pas un des éléments qu'il faut quand même continuer à poser? Et je termine. Que pensez-vous des dernières décisions prises au G8 ou au G10, je ne sais plus lequel des deux, concernant les paradis fiscaux? Est-ce que vous imaginez que les bonnes paroles qui ont été dites vont avoir les mêmes suites que celles que vous avez observées par le passé? Je ne veux limiter personne, mais il est évident que si nous avons 4 à 5 avalanches de questions de ce type, nous allons dépasser les délais. Mais nous les dépasserons. Madame Deségaux. Bon, je vais essayer de faire mieux. Monsieur le ministre, je voudrais savoir ce que vous pensiez de la loi américaine FATCA. Deuxième point, moi je m'interroge beaucoup sur le nombre de filiales des banques. Je dois vous dire que ce nombre de filiales est totalement extravagant de mon point de vue, que je pense que cela permet aux banques justement d'intervenir véritablement pour créer des paradis fiscaux et que ces paradis fiscaux leur permettent de prendre des risques inconsidérés et d'une manière totalement opaque. Donc moi je pense qu'il y a derrière ce niveau de filiale quelque chose que je ne décèle pas aujourd'hui. Je voudrais savoir si vous êtes intéressé là-dessus. Et enfin, dernière question, est-ce que la réponse à tous ces mots que nous dénonçons, est-ce que ce n'est pas une véritable harmonisation fiscale qui serait, sinon mondiale, au moins par grand territoire? Parce que tant qu'on n'aura pas, je pense, cette harmonisation fiscale, je pense qu'effectivement, on pourra faire des grandes déclarations, mais on ne résoudra pas le problème. Enfin, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Je le crains aussi, mais nous allons passer à la question de notre autre collègue, M. Picot. Monsieur le Président, merci d'abord de votre intervention qui est très enrichissante. Je voudrais insister sur ces superviseurs, parce que vous nous dites que nous n'avons pas les moyens suffisants pour payer des superviseurs suffisamment pointus pour détecter les fraudes de certains pays. Je pense que cela m'inquiète. En ce sens que vous avez eu l'occasion, lors de votre présidence, d'alerter, j'imagine, les pays et les différents gouvernements. Donc, je crois que le conseil que vous avez pu leur donner, nous devrions aujourd'hui rassembler les moyens pour quand même détecter cela, parce que cela me paraît tellement anormal. Et puis rapidement, une deuxième question, et avez-vous eu l'occasion lors de votre présidence du FMI d'intervenir justement dans des pays où il y a des zones d'ombre, dans certains pays qui abritent des paradis fiscaux, et quelle était votre attitude dans ce cadre-là? Bien, alors, avant-dernière question, Monsieur Lecomte, nous y rajouterons une dernière, Madame Rossignol, après quoi c'est définitif, vous synthétiserez vos réponses à toutes ces questions et nous laisserons la parole à Éric Bocquet. Micro. Les auditions, nous voyons une description d'un système et de ses dérives qui, en réalité, attaquent la souveraineté des États. Et c'est d'autant plus facile, d'une certaine manière, d'attaquer la souveraineté des États lorsque l'ensemble des flux d'informations, les facturations, les prix de transfert, la propriété industrielle peut circuler à la vitesse de la lumière avec les nouvelles technologies. Et dans ce cadre, l'attaque de la souveraineté des États, c'est aussi une attaque de la démocratie. Donc ça doit être un point central, en fait, d'essayer de trouver les outils pour rétablir cette souveraineté et rétablir la démocratie sur l'ensemble de l'espace économique et social, d'une certaine manière. Est-ce que il y a vraiment... Si c'était juste une question de salaire des gendarmes, ça serait raisonnable, ça serait possible, mais croyez-vous vraiment que c'est la vraie question? Est-ce qu'il est possible
dans un espace limité, l'Union européenne, ou dans le cadre des espaces des négociations libre-échange, États-Unis, Union européenne, Japon, d'arriver à avoir un espace suffisant où on peut mettre en place une régulation suffisamment forte pour rétablir une souveraineté et une démocratie. Madame Rossignol, votre question, s'il vous plaît. Compte qu'il a fort bien. Si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué, c'est que, en gros, la finance rémunère tellement bien l'intelligence qu'elle est toute drainée à son service et qu'il n'y a plus d'intelligence disponible ou le prix auquel elle est rémunérée est beaucoup trop bas pour pouvoir la contrôler. Plus, en fin de votre propos, le fait que, quels que soient les discours des États sur leur volonté de lutter contre la fraude fiscale, quelque part, ils en sont eux-mêmes tellement dépendants parce que leurs intérêts d'État combinés aux intérêts de leurs grandes entreprises font qu'en fait, ils feront le choix pragmatique de celui de leurs intérêts. Donc, est-ce qu'avant qu'on se sépare, est-ce qu'il y a un espace de régulation qui vous semblerait possible, juste histoire qu'on se quitte avec une petite bouffée d'optimisme? Bien, je vous remercie de vos questions parce qu'elles me permettent de corriger un sentiment que visiblement j'ai donné sans le vouloir. Je me suis étendu sur cette histoire des superviseurs comme d'un exemple et de la difficulté de les rémunérer, etc. C'est un aspect de la chose. C'est évidemment pas le centre du débat. Simplement, c'était pour illustrer que nous sommes dans une réalité qui comprend beaucoup d'éléments que nous ne contrôlons pas directement. Alors j'ai pris cet exemple du superviseur puisque vous m'y incitiez en me demandant si on avait été capable nous-mêmes au FMI de superviser, mais il y a bien d'autres aspects. Je ne voudrais pas vous donner cette impression que tout repose sur le fait de savoir si on peut ou pas payer les gendarmes. Bon, alors j'en viens rapidement dans l'ordre autant que je le peux aux questions. Madame Lienemann, je ne sais pas si nous sommes d'accord ou pas, c'est un vieux débat entre nous depuis une trentaine d'années, on va peut-être pas le reprendre en détail. Mais non, je ne crois pas que le système soit bon et simplement perverti par de mauvais esprits. Je ne dis pas du tout ça. Je dis que le système, il est comme il est. Pour le moment, j'en connais pas d'autres, mais je veux bien qu'on en discute. Ceci dit, il est comme il est, mais qu'on pourrait le faire fonctionner beaucoup mieux si on met le point d'application de ce que l'on veut changer sur le comportement des individus, plutôt que sur des règles qui voudraient améliorer le système sans beaucoup le changer. Alors, c'est une nuance assez importante. Ce système, il a effectivement beaucoup de défauts. Je ne sais pas quel autre on pourrait mettre en place et si on pourrait l'empêcher de se développer. Mais ce que je vois, c'est qu'aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, lorsque des textes sortent, ils visent à corriger le système, lequel se défend un peu comme une baudruche. On l'écrase d'un côté, il regonfle à un autre côté. Et en réalité, les résultats sont modestes. Et on attaque très peu quelque chose où, pour le coup, la marge, à mon avis, de bénéfice ou de progrès est considérable, qui est d'attaquer sur les comportements. C'est donc ça que j'ai voulu dire, mais pas que le système en lui-même n'était pas dangereux. Le système est extrêmement, extrêmement dangereux. Madame Desego, le FATCA est un instrument au service des États-Unis. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Mais d'un autre côté, on ne peut pas reprocher à un État de mettre en œuvre une législation qui le sert. Simplement, il faut en être conscient. Et si je voulais faire un parallèle qui sort du champ de votre commission, mais le débat qui s'ouvre là sur le traité commercial entre les États-Unis et l'Europe est exactement de la même nature. C'est un piège considérable pour les Européens. Je crois que les Français ont bien fait de vouloir se battre sur le problème de l'identité culturelle, mais c'est un tout petit aspect du problème, très important, c'est très bien de l'avoir fait, tant mieux d'avoir gagné, pour le moment en tout cas, mais c'est un tout petit aspect du sujet. Le vrai sujet, ce sont les normes, c'est la triangulation que les États-Unis, qui ont déjà un accord avec le Pacifique moins Chine, veulent obtenir avec nous pour coincer les Chinois derrière, et nous sommes dans une situation extrêmement difficile dans ce débat-là. Pourquoi je prends cet exemple, qui n'a pas de rapport direct avec notre affaire? Parce qu'il montre que nous sommes dans un monde de méchants, mais pas dans un monde de gentils. Et donc il faut vouloir se battre et pas croire que les propositions des uns et des autres qui sont faites sont des propositions au nom de l'intérêt collectif. Elles sont au nom des intérêts que ceux qui sont élus ou ceux qui sont à la tête d'entreprise représentent. Sur le nombre de filiales, vous avez raison, mais c'est un peu la difficulté que j'évoquais tout à l'heure. C'est un instrument pour échapper. Mais si on ferme ce robinet-là, on peut trouver d'autres instruments.
Ce qu'il faut arriver à contraindre, c'est la volonté d'échapper. Je crois vraiment très profondément que il n'y a rien, j'ai aucun inconvénient et j'ai aucun argument à opposer à ce que lorsqu'on constate une certaine forme de dérive, on essaie de la cantonner. Simplement, on en trouvera d'autres. Si on n'arrive pas à mettre tant soit peu de frein à la volonté qui est derrière tout ça, qui est d'essayer de contourner. Et pour mettre fin, c'est exagéré, pour limiter cette volonté de contourner le système à tout prix pour faire des bénéfices plus importants, il faut que les risques soient encourus directement par les personnes. Alors, est-ce que la réponse est une vraie harmonisation fiscale? Oui, bien sûr. Simplement, là, on rejoint je suppose, le problème résolu, quoi. Évidemment, oui. Et chaque fois que la conjoncture politique, parce qu'il y a eu un cataclysme politique dans un continent, parce qu'il y a une domination politique forte d'un pays sur un autre, d'un couple de pays sur d'autres, permet d'avancer dans ce sens-là, il faut le faire. Mais ce n'est pas exactement la conjoncture politique d'aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on avance énormément. J'ai, au passage, oublié une question plus technique de Mme Lienemann sur le trading haute fréquence, sur les hedges. Bon, alors, sur le trading haute fréquence, oui. Oui, il y a de gros avantages à limiter cette pratique. Ceci dit, c'est pas totalement inutile non plus. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'éléments de stabilisation du marché. C'est-à-dire ce qui fait qu'en clair, la parité euro-dollar à New York, à Paris et à Tokyo est la même, c'est qu'il y a justement de la haute fréquence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des petits ajustements qui se font. Donc, si on veut que les marchés, quoi qu'on pense des marchés, fonctionnent correctement, qu'il n'y ait pas des distorsions qui s'introduisent et qui par ailleurs sont déstabilisatrices, il faut bien que d'une manière ou d'une autre, il y ait des petits mouvements qui corrigent. Donc il faut arriver à corriger les excès, toujours pareil. Corriger les excès sans obligatoirement faire disparaître ce qui peut en être utile. Sur les hedges, il y a évidemment une régulation des hedges qui doit être différente, mais notamment une régulation des banques qui prêtent aux hedges. Car si les hedges fonctionnaient simplement sur leurs fonds, la situation serait passablement différente. Mais là, on rencontre pour le coup une opposition massive de nos partenaires américains, pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Sur la taxe sur les transactions financières, je ne m'étendrai pas beaucoup. Je crois que c'est une vaste illusion et que tout ça va nulle part, à la plus grande satisfaction de ceux d'ailleurs qui craignent qu'on attaque vraiment le problème et qui sont satisfaits de ce qu'on se contente de vouloir mettre en place une taxe. Je ne crois absolument pas que c'est, pour le coup, à cause des innovations financières possibles, qu'on puisse piéger comme ça. Alors on peut trouver des recettes, mais si on veut trouver des recettes pour le développement, on peut aussi dire qu'on augmente partout, s'il y a la volonté politique, qu'on augmente partout l'impôt sur les sociétés de 1%, et puis on aura les recettes, si la volonté politique est là. Et si ce n'est pas principalement pour trouver des recettes, mais parce qu'on veut éviter des mouvements de capitaux déstabilisants, ce n'est pas des taxes de 0,0 quelque chose qui augmenteront quoi que ce soit. Donc tout ça, à mon avis, est un faux débat, qui ne serait pas grave si le temps qu'on passe à un faux débat n'empêchait pas d'avancer sur les vrais débats. Et votre dernier point, c'était sur les paradis fiscaux. Oui, je crains que, honnêtement, je ne veux pas jouer la zone de mauvais augure, mais je crains que ce qui a été dit récemment sur les paradis fiscaux connaisse le même sort que les déclarations d'un président de la République antérieur, à la suite d'un G8 ou d'un G20, je ne sais plus, et qui était sorti en expliquant que c'était la fin, ils étaient morts. Malheureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme ça.